Bonjour à tous, bienvenue sur, cet atelier, qui aura pour sujet, un atelier levée de fonds. Le but, c'est de pouvoir, vous présenter les différents types, de levée de fonds, notamment dans le milieu de l'impact, qui, concerne, les startups, à impact, partout en France. Je me présente, je suis, Gaspard Lefebvre, responsable, d'accélération à la Ruche Paris. Ça fait 5 ans, que je travaille à la Ruche Paris, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de levée de fonds puisque, à la Ruche, qui est un réseau national d'incubateurs de start-up à impact, on a lancé, récemment, il y a, 1 an, un programme d'accompagnement, à la levée de fonds, à destination d'entrepreneurs à impact qui seraient, perdus face à la nébuleuse, qu'est, justement le financement de l'amorçage. Et donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir, justement démystifier un peu, le sujet de la levée de fonds, vous présenter aussi, 3, types, de financement possibles pour de l'amorçage. On verra aussi, à travers, les différentes étapes de cet atelier, comment, on peut, aller chercher, différents types de financement pour financer, sa start-up à impact. Je partage donc mon écran. Aujourd'hui, on verra donc 3 types de levée de fonds et de types de financement. Le premier, ce sera donc le financement en subvention, en dette et en fonds propres. Et on verra également les avantages de ces types de financement. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, avec grand plaisir, dans tous les cas, la ruche est toujours ouverte pour répondre aux entrepreneurs qui seraient intéressés d'aller plus loin sur le sujet de la levée de fonds. Alors, levée de fonds, de quoi on parle concrètement quand on parle de financement de l'amorçage? On parle de 3 types de financement qui existent aujourd'hui pour financer des entreprises. On a bien sûr la subvention et chacun, alors pour rappel, chacun de ces sujets, on les verra un peu plus dans le détail. Là, je me permets d'introduire ces types de financement avec des points positifs. La subvention, c'est de l'argent gratuit. De l'argent qu'on va aller chercher auprès de différents financeurs, que ce soit des financeurs publics ou des financeurs privés. Les points négatifs de cette type de subvention, c'est que c'est en quantité limitée et que ça reste assez imprévisible. Une subvention, on peut ne pas ou l'avoir, donc c'est vrai que pour des entrepreneurs, il est souvent difficile de pouvoir se projeter sur l'obtention ou non de ce type de financement. Ça peut être chronophage puisque certains des financeurs, et on reviendra dessus, peuvent demander des reporting. C'est des dossiers qui sont parfois lourds à demander quand c'est de l'argent public. Et pour ça, il y a des structures qui accompagnent les entrepreneurs à aller chercher des subventions. La ruche en est une. On reviendra dessus et on vous présentera le type de subvention qu'on peut vous accompagner à aller chercher. Ensuite, on a de la dette qui permet des investissements bien sûr plus importants et qui génère en revanche des décaissements à court terme, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de rembourser les emprunts que vous allez contracter auprès des différents partenaires bancaires que vous pourrez trouver. Et ça génère évidemment des risques financiers pour l'entreprise, ça pèse lourd sur l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut pouvoir mobiliser la dette au bon moment. Et généralement, ce bon moment, on y reviendra dessus, mais c'est un moment où on commence à avoir une traction commerciale, une rentrée d'argent et puis une capacité d'autofinancement assez intéressante pour pouvoir justement être en mesure de rembourser ce levier de financement. Et puis on a évidemment la levée de fonds dont on entend souvent parler, qui sont des levées de fonds en fonds propres, c'est-à-dire une ouverture de votre capital à destination d'investisseurs. Et ça permet des investissements plus sur le long terme. Ça nécessite en revanche de partager la valeur créée et un partage de la gouvernance qui peuvent parfois représenter des freins pour les entrepreneurs. Il faut donc bien les anticiper. On va revenir donc sur chacun de ces points de financement pendant 1 heure à peu près. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions, avec grand plaisir pour y répondre. À chaque fois, on prendra du temps pour se dire quand on va aller chercher ce type de financement, à qui on doit s'adresser, puis aussi comment, en se mettant un peu dans la tête des différents financeurs, dans la peau des financeurs, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils attendent en retour quand ils financent votre projet. Alors, une subvention, ça peut être de 2 types, notamment dans les structures à impact, l'avantage, c'est que ce soit association
ou encore entreprises privées, il existe de nombreux financements disponibles pour des projets à impact. Quand on parle de subventions publiques, généralement, ce sont des subventions qui viennent d'un acteur que tout entrepreneur se doit de connaître, qui est BPI France, la Banque publique d'investissement, qui, partout en France, est à destination notamment de startups innovantes, donc qui ont besoin de financer de l'innovation, du développement technique, permettent aux entrepreneurs généralement de passer par une bourse, une subvention qu'on appelle dans les autres régions autre que Paris, la bourse French Tech, qui est une subvention de 30 000 euros qui peut vous aider à financer de l'innovation. Il y a généralement des conditions de fonds propres à répondre, des fonds propres suffisamment importants pour pouvoir cofinancer des budgets d'innovation présentés. À la ruche, on accompagne sur Paris à l'obtention de cette subvention, qui est une subvention qu'on appelle le PIA, qui est donc Paris Innovation Amorçage, qui est donc une subvention qui vous permet, en plus de financer de l'innovation, de financer de l'accompagnement. La ruche étant labellisée incubateur de la ville de Paris, on va, avec des entreprises innovantes, avoir un enjeu d'accompagner des projets qui ont un besoin de financer justement le développement technique ou la recherche et le développement sur des budgets importants, puisqu'on va aller chercher des budgets entre 45 et 60 000 euros pour une subvention qui correspondrait à la moitié de ce budget présenté. On a encore alors sur Paris et dans d'autres régions, des collectivités locales qui peuvent financer à travers des concours comme les trophées de l'ESS à la mairie de Paris, financer des projets à impact, puisque là, l'enjeu, c'est de favoriser l'émergence de ce nouveau type de modèle entreprise ou associative, avec un enjeu de pouvoir financer leur impact. L'ADEME également peut proposer justement de financer de la subvention plutôt sur de la mesure d'impact ou sur des sujets environnementaux. Donc il ne faut pas hésiter sur des subventions à aller justement chercher les bons interlocuteurs publics, que ce soit les régions, les départements ou encore vos communes, pour voir si ils participent aussi au financement de projets à impact au niveau local. En termes de subventions privées, de nombreuses entreprises aujourd'hui ont pour volonté, dans leur démarche d'engagement notamment, de financer l'impact des projets et de favoriser des projets qui ont un impact, soit social, environnemental ou sociétal. On pense notamment à des grands concours très connus dans l'écosystème à impact en France, que sont la Fabrica Viva ou encore le Google Impact Challenge, donc un assureur et un géant du numérique qui ont subventionné des projets thématiques et subventionné, favorisé à hauteur de subventions qui peuvent aller jusqu'à souvent jusqu'à des milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour financer vos projets. Des fondations d'entreprises comme les fondations Chanel, Cognac-Jet ou encore Carasso ont chacun leurs objectifs d'engagement, leurs objectifs de soutien sur des impacts précis. C'est intéressant de pouvoir se renseigner sur au final leur thèse de soutien, leur thèse de financement en fonction de l'impact que vous avez. Des projets dans l'éducation, des projets à destination de bénéficiaires femmes, notamment comme à la Fondation Chanel, peuvent être soutenus par de différents types de fondations d'entreprises. Des fondations d'entreprises aussi, il y en existe sous l'égide de la Fondation de France, et on vous invite souvent à regarder ce que la Fondation de France propose en termes de financement, tout est regroupé sur leur site internet qui permet aussi de pouvoir trouver en un même endroit les différents types de subventions obtenues. Pour ce qui est des subventions de la Fondation France s'engage, par exemple, qui était une fondation gouvernementale à l'époque de François Hollande, qui est aujourd'hui une fondation privée, ils soutiennent de nombreux projets à impact, start-up ou associations. Il faut aller regarder leurs critères sur leur site internet. Ils ont différents appels à projets et à chaque fois avec un enjeu de les accompagner, notamment dans leur changement d'échelle. Si vous n'obtenez pas des subventions auprès des fondations, il est important de pouvoir garder les contacts que vous avez au sein de ces fondations qui sauront toujours vous dire pourquoi vous n'avez pas forcément été sélectionné. Il y a beaucoup de concurrence sur ce type d'argent puisque c'est de l'argent gratuit et il ne faut pas hésiter à repostuler les années d'après si les fondations vous le permettent
tenter sa chance plusieurs fois, eh bien, ça peut fonctionner pour aller chercher justement ce type de subvention. Quand on parle ensuite, eh bien, il en existe d'autres. On vous donnera en cette fin de présentation pas mal de ressources pour aller retrouver justement les types d'appels à projets, puisque souvent ce type de fondation et de subventions passe par des appels à projets. Une subvention, comment aller la chercher? Eh bien, d'abord, eh bien, il faut identifier les opportunités avec des recherches de financement de droit commun, faire de la veille sur les appels à projets et contacter régulièrement les financeurs, les tenir au courant dans tous les cas de l'avancée de votre projet, de l'avancée de vos différents impacts ou encore traction commerciale. Il faut aussi bien comprendre les attentes de ces financeurs. En effet, discuter avec eux, aller sur leur site internet, regarder les projets qui ont déjà été financés les années précédentes, est hyper précieux pour pas perdre du temps à répondre à des appels à projets de fondations auxquels vous n'auriez finalement pas d'éligibilité. Alors, je vais voir s'il y a des questions sur Slido. Alors, je ne vois pas où sont les questions. Ah oui. Je n'ai aucune expérience dans l'entrepreneuriat, mais j'aimerais lancer mon projet. Comment bien convaincre mon interlocuteur pour obtenir des financements? Avez-vous des conseils et astuces? Alors, pour les expériences dans l'entrepreneuriat et pour lancer son projet, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette pour se lancer. Lancer son projet, c'est avant tout se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Mais pour se lancer et pour convaincre son interlocuteur d'obtenir des financements, le premier conseil qu'on donne à la ruche, c'est de d'abord identifier un besoin. Alors, un besoin marché ou un besoin d'impact, un besoin de société. Et d'abord, avant de déposer des statuts, de se lancer dans une démarche entrepreneuriale, de bien cadrer son idée. C'est d'ailleurs pour ensuite aller chercher des financements qu'on demande souvent, que les financeurs demandent souvent à quel marché vous vous adressez, à quel besoin client vous répondez. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner à la ruche, c'est d'abord d'aller sur le terrain, d'identifier une problématique, de creuser cette problématique avant de proposer une solution. Et c'est si votre projet répond à un besoin qui existe, qui est existant, ça sert à rien de créer un projet dont au final personne ne veut, et bien ensuite de pouvoir le présenter avec une étude de marché un peu plus poussée, avec un questionnaire un peu plus élaboré pour se dire, OK, j'ai identifié une problématique, un besoin sur tel ou tel sujet. Je suis allé à la rencontre des acteurs en présence, de futurs bénéficiaires, potentiels clients ou des gens qui travaillent dans ce secteur. Et du coup, je me lance en ayant cette démarche d'enquêteur au final. On va d'abord creuser un besoin et puis après, cette enquête un peu plus poussée sur ce besoin. Et une fois que l'idée de la solution va vous venir justement en étant dans cette démarche de questionnement perpétuel, un financeur sera en capacité de vous suivre. Si vous avez ensuite cadré un besoin, il n'y a pas de souci pour ensuite aller convaincre des financeurs. Mais la première étape, c'est pas d'aller voir des financeurs, c'est d'abord d'aller sur le terrain et d'aller gratter le fameux besoin client, le besoin marché. On peut peut-être remettre la présentation du coup. Et n'hésitez pas en effet à poser des questions sur Slido. On pourra vous y répondre, que ce soit sur la thématique de l'entrepreneuriat à impact, merci beaucoup, ou la thématique de l'entrepreneuriat, de l'obtention de fonds. Pour revenir sur la rédaction et la compréhension des attentes, c'est-à-dire qu'une fois qu'en effet quand vous allez chercher des fonds, peut-être que j'aurais peut-être dû commencer par là, il faut arriver avec déjà un projet bien défini. Il faut que vous ayez par vous-même déjà défini votre projet, une première ébauche de solution. On ne vous demande pas forcément d'avoir une traction commerciale, on ne vous demande pas forcément d'avoir une preuve de votre marché, mais il faut que vous le compreniez, ce marché, que vous compreniez bien le problème auquel vous répondez et que vous arriviez avec une solution concrète, une première idée de la solution pour pouvoir bien montrer à un financeur qu'au final, vous êtes parti vraiment d'un besoin et vous avez proposé une solution en face de ce besoin. Pour aller chercher une subvention, justement, c'est comprendre aussi le besoin et le champ d'action des entreprises et puis de pouvoir rédiger les dossiers. Pour rédiger les dossiers, on vous conseille d'avoir de la concision et de la clarté. Souvent, on prend le biais de pouvoir utiliser des éléments de réponse qu'on a déjà utilisés dans un appel à projet ou un autre pour en faire beaucoup à la ruche des appels à projet. Ça se voit.
quand c'est du copier-coller d'une autre réponse à appel à projet. Donc, notre conseil pour obtenir une subvention, c'est de raconter une histoire et de vraiment répondre aux questions posées par les différents interlocuteurs et les différents financeurs. Et puis d'avoir une flexibilité quant au périmètre et à l'évolution du projet. Évidemment, l'entrepreneuriat, ça reste eh bien, une aventure où il y a beaucoup d'incertitudes et donc de pouvoir imaginer différentes hypothèses, pessimistes, réalistes, optimistes pour votre projet. Rester flexible aussi pour faire pivoter votre impact et votre projet. Eh bien, ça restera la meilleure démarche pour les entrepreneurs, pour les financeurs, pour leur montrer que bah oui, vous avez cette démarche entrepreneuriale, que vous n'êtes pas fixé et buté sur une seule idée, mais bien sur eh bien, un projet dans sa globalité qui évoluera en fonction de des retours terrain que vous aurez. Dans une subvention, eh bien, si on se met un peu dans la peau du financeur, ce qu'attendent les financeurs, que ce soit public ou privé, eh bien, c'est d'avoir d'abord un impact fort, un impact local parfois, mais donc il faut qualifier sur quoi vous avez de l'impact, sur qui vous avez de l'impact et comment il est traduit. Donc on ne vous demande pas de mesurer tout de suite cet impact, surtout quand vous êtes lancé dans une jeune entreprise. En revanche, on vous demande de pouvoir le qualifier, l'imaginer, et pour ça, on vous invite à souvent partir du besoin. Donc c'est pour ça qu'il est important pour tout type d'entrepreneur, quand on souhaite se lancer, de pouvoir bien travailler ce besoin-là. Et c'est pas vous qui allez le décider, ça va pas sortir de votre tête ou derrière votre écran en cherchant les informations, ça viendra vraiment du terrain. Concernant l'impact, justement, eh bien, pardon, on va se concentrer sur l'additionnalité de l'impact. C'est-à-dire, est-ce que votre solution d'impact répond à un besoin sur tout ou partie de ce besoin? On va prendre l'éducation, par exemple, il y a beaucoup de projets en lien avec l'éducation. À quelle partie des enjeux d'éducation vous vous adressez? À quelle population vous vous adressez? Et donc, l'additionnalité, c'est de montrer que votre solution, elle est complémentaire à ce qui existe déjà. La mesurabilité, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis en capacité aujourd'hui de mesurer mon impact, puisque certains financeurs, notamment les fondations d'entreprises, ont un enjeu de pouvoir reporter leurs impacts et l'impact qu'ils ont en finançant tel ou tel projet. Plus vous serez en capacité de démontrer aux financeurs que vous avez un impact et que grâce à leur subvention, vous allez démultiplier cet impact, plus les financeurs seront intéressés à s'adresser à vous et à financer votre solution. Les attentes du financeur aussi, privé ou public, c'est de pouvoir communiquer sur leur engagement. Donc, donnez-leur aussi des opportunités de pouvoir mobiliser leurs collaborateurs, de pouvoir communiquer aussi sur leur engagement à vos côtés. Les réponses à apporter en face de ces attentes du financeur, eh bien, c'est des raisons d'être claires, de bien calibrer le besoin de financement, peut-être aussi de définir des indicateurs d'évolution et d'évaluation de votre projet. À chaque fin de partie, je vous propose un échange de questions-réponses. Donc, je vais revenir sur le live. Est-ce qu'il reste des questions-réponses? Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce type de financement avant qu'on passe au financement en dette? On passera à peu près 20 minutes à chaque fois par projet. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur Slido pour poser vos questions. S'il n'y en a pas, je les prendrai en cours de route et les équipes de Startup Safari me diront si on a des questions qui apparaissent. On va pouvoir passer donc à la suite. Alors, les fonds propres, quand, qui et comment? Donc là, on peut repartager l'écran si vous voulez. Merci beaucoup. Eh bien, là, on va s'intéresser à la phase de levée de fonds, qui est souvent une phase qui intervient, l'ouverture de fonds propres intervient souvent sur différentes phases et moments de la vie de votre entreprise. Là, on vous a mis un petit glossaire de la levée de fonds en equity pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'anglicismes, qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes de ce que vous pouvez connaître. Et donc, on vous les remettra. Et si vous avez besoin de ce petit glossaire ou de la présentation, avec plaisir pour vous la partager si besoin. Et on vous partagera nos contacts à la fin si vous souhaitez la voir. Et puis, ce qui est important de comprendre dans les fonds propres, c'est qu'à la différence de la subvention, les fonds propres vont plutôt financer, donc
vraiment de la levée de fonds auprès d'investisseurs privés. On reviendra sur les acteurs. Financer plutôt de l'exploitation. On va plutôt être sur des enjeux d'achat de stock, de recrutement de salariés, de dépenses marketing, ou encore, entre les deux, de R&D et de développement de l'application. Un investisseur, quand il rentre chez vous au capital, alors en fonction de la phase de votre entreprise, ils ne rentreront pas pour les mêmes raisons, mais il faut comprendre qu'ils viennent chez vous en mettant 1 euro, ils veulent ressortir avec évidemment eh bien, un retour sur cet investissement. Donc pour ça, il faut bien être en capacité de se poser la question, quand je veux ouvrir mon capital, eh bien, pourquoi je veux lever des fonds et pour quel enjeu? Il y a différentes étapes dans la levée de fonds en fonds propres. Souvent, quand on commence une entreprise, eh bien, on va d'abord aller chercher des fonds propres autour de ce qu'on appelle les friends and family. Donc vraiment de se dire, on va permettre à des proches de pouvoir vous permettre de constituer vos capitaux propres de départ de l'entreprise. Ensuite, possiblement, dans votre entourage, vous pouvez avoir, et puis aussi dans l'écosystème, ce qu'on appelle des business angels, des investisseurs particuliers qui existent, donc des personnes physiques que vous pouvez retrouver là, notamment comme des groupes de financeurs qui sont des individus comme vous et moi, souvent anciens entrepreneurs qui ont envie d'investir dans des boîtes en forte croissance ou en amorçage. Et donc là, dans l'impact, on a notamment les Cigales, les Garrigues, Club Invest Île-de-France, Angel Square, ou encore des plateformes de financement participatif qui vont mobiliser de l'épargne d'individus pour financer en fonds propres vos projets. On pense notamment dans l'impact à l'ITA ou à We Do Good. Pour ces questions-là, eh bien, pour ces investisseurs-là, il est important de comprendre que ça reste des personnes physiques. Par rapport aux investisseurs institutionnels ou privés, on reviendra dessus juste après, vous les avez juste en dessous, quelques exemples bien sûr, mais il en existe d'autres. Les personnes physiques, vous allez pouvoir aller les convaincre, les toucher aussi sur une cible d'engagement. Un business angel va avoir différentes appétences en fonction, lui, de ses enjeux de financement. C'est aussi intéressant d'aller chercher des personnes qui connaissent votre secteur, puisqu'un business angels, personnes physiques, vont pouvoir, apporter aussi ce qu'on appelle des compétences ou des ressources ou du réseau. Ils vont pas, en fonction des parts du capital qu'ils vont prendre dans votre structure et en fonction de la phase de maturité de votre startup, les investisseurs n'auront pas le même rôle à chaque fois. Un business angel, vous devrez, et comme tous les investisseurs, rendre des comptes à un moment donné et ils seront là pour être avec vous dans votre aventure entrepreneuriale. Donc évidemment, ça influera sur des décisions stratégiques et il faudra les consulter pour certaines décisions stratégiques en fonction de la part du capital qu'ils ont dans votre entreprise. Souvent, on pense que l'entrepreneuriat, on veut lancer un projet, garder le bébé et entre guillemets et pouvoir décider jusqu'à la fin de vie de l'entreprise de toutes les décisions stratégiques. Souvent, si les besoins de financement s'en font ressentir et que vous avez besoin d'accélérer, vous allez chercher à mobiliser des fonds propres et à faire rentrer d'autres gens autour de ce qu'on appelle la table, autour de table de votre entreprise, et il sera important de bien les choisir. Et de toujours se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aller ouvrir mon capital pour lever des fonds, puisque ce n'est pas une finalité en soi. Peut-être que tous ceux qui suivent l'entrepreneuriat, ils ont vu récemment qu'il y avait pas mal de scandales, en tout cas un problème pointé du doigt, c'était que souvent en France et puis ailleurs, on qualifiait la performance d'une entreprise et le succès de cette entreprise au niveau du montant levé. En effet, c'est pas vrai. Pour nous, à La Ruche, qu'on vous dit, et notamment dans les sujets et structures à impact, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant tout, vos premiers financeurs, c'est vos clients. Et donc, et pour aller chercher tous ces financements dont on parle là, dans tous les cas, il faut d'abord être en capacité de montrer que sur le marché, vous avez votre place, que vous êtes en capacité d'aller chercher des clients. Donc vraiment, tous les sujets là qu'on aborde sur la levée de fonds, c'est d'abord de se dire, dans un premier temps, aller chercher des clients,
euh, démontrer votre capacité à générer de l'impact, à attirer et à intéresser vos marchés avant de penser à lever des fonds. Lever des fonds pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour avoir une envie d'accélérer, pour avoir une envie de se développer, de démultiplier son impact, d'embaucher, en effet. Mais concentrez-vous dans un premier temps absolument sur vos clients, sur vos utilisateurs. Et vous verrez, c'est d'abord en ayant cette capacité d'autofinancement importante que vous serez en capacité non seulement de lever les fonds de façon plus confortable, à une meilleure valorisation et auprès de plus d'acteurs. Et donc, de ne pas avoir le choix. Donc, la levée de fonds, en effet, elle est importante et elle se traduit par différents acteurs. Mais ceux qui vous aideront à financer, c'est bien vos clients. Alors, après, il faudra penser évidemment au modèle économique lié pour que celui-ci soit suffisamment solide pour pouvoir générer du revenu qui vous permette vous aussi d'avoir une capacité d'investissement pour votre entreprise. Si on revient maintenant sur les fonds propres et les acteurs qui existent aujourd'hui, les personnes physiques, donc business angels, il y en existe bien sûr plein d'autres, on en entend souvent parler dans le milieu start-up de grands noms de l'entrepreneuriat qui ont monté leur fonds d'investissement ou investissent eux-mêmes de façon individuelle dans des projets. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur des entreprises du même secteur qui ont levé des fonds et de pouvoir voir qui est entré à leur capital. Des acteurs institutionnels aujourd'hui, il en existe de différents types dans l'impact. On a des investisseurs comme Inco, Citizen Capital, Fitrust, Investir et Plus, qui vont investir sur ce qu'on appelle des phases de série A ou série B, c'est-à-dire des troisième ou quatrième levées de fonds. Donc c'est vraiment troisième ou quatrième tour de table. Et des acteurs qui peuvent arriver un peu plus en amont et financer votre amorçage. Et c'est notamment le cas de France Active, ou encore Alliance for Impact, qui est un fonds partenaire de la ruche, notamment, celui-ci en particulier, qui porte le même nom qu'un programme d'accompagnement qu'on a développé à la ruche pour accompagner justement les entrepreneurs à impact à lever des fonds et à aller chercher leur levée de fonds en seed amorçage, donc avant la série A et la série B, sur des besoins de financement allant de 300 000 à 1 million d'euros. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces acteurs-là, ils existent, qu'il ne faut pas hésiter à aller les voir, mais aller les voir au bon moment. Puisque généralement, si vous allez les voir alors que vous n'avez pas de traction commerciale et que vous ne rentrez pas dans leurs critères ni dans leurs tests d'investissement, vous allez non seulement perdre du temps, vous retrouver face à des portes fermées ou face à des investisseurs qui vont vous dire revenez nous voir plus tard. C'est pour ça que c'est hyper important de se dire comment je mets tous mes indicateurs au vert pour justement aller lever des fonds et ouvrir mon capital pour être bien valorisé, c'est-à-dire que la valeur de mon entreprise me convienne suffisamment pour pouvoir aller lever suffisamment de fonds dont j'ai besoin. Il ne suffit pas de dire j'ai besoin de 300 000 euros contre 10% de mon capital. Il y a des techniques de valorisation d'entreprise et c'est là-dedans que aussi se place la ruche, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entrepreneurs à bien cadrer tous ces aspects très techniques de la levée de fonds. Si vous êtes dans le cas où vous voulez ouvrir votre capital, eh bien, il est important de savoir qu'il y a différentes étapes à passer. D'abord, il y a des documents qu'on voit souvent dans le milieu startup, qui sont des decks investisseurs, qui sont une présentation succincte de votre entreprise, mais qui regroupe toutes les informations essentielles à un investisseur pour comprendre, notamment sur qui est derrière le projet, ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous comptez réaliser avec la levée de fonds, quel type de montant financier vous allez chercher et surtout d'avoir des premiers éléments tangibles sur votre projet. Donc, ça va des réalisations au prévisionnel. Les comptes passés vont être obligatoires évidemment pour l'entreprise et pour les investisseurs pour regarder bien la bonne tenue et la bonne santé financière de votre structure. Et puis, souvent, on parle de business plan financier, de plan de financement qui sera à travailler en fonction des différentes hypothèses que vous avez, avec évidemment un tableau de trésorerie. Avec tous ces documents et avec une stratégie en amont bien définie, il faudra ensuite cibler les bons investisseurs. C'est ce qu'on permet à la ruche aussi, en accompagnant les startups de notre réseau et de nos différents programmes, de cibler les bons investisseurs pour leur permettre de gagner du temps.
Une fois qu'un investisseur, il vous reçoit et que il marque l'intérêt pour votre entreprise, il va aller plus loin et c'est ce qu'on appelle la due deal investisseur. Donc le but, c'est que comme avant de rentrer au capital, il va mener l'enquête, ouvrir le capot de l'entreprise et aller dans le détail, plus dans le détail de qu'est-ce qui compose vraiment l'entreprise au niveau RH, au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau commercial. Ça serait important de pouvoir justement avoir bien préparé ça en amont, d'être entre guillemets le plus préparé possible pour faire face à cette due deal investisseur qui va bah, du coup être une réelle enquête. Alors en fonction des montants levés, des investisseurs auxquels vous vous adressez, la due deal sera plus ou moins importante et plus ou moins le temps passé sera plus ou moins important par les investisseurs dans votre projet. Ça dépend aussi du montant qu'il investira chez vous. Mais c'est ce rôle-là qui va avoir un rôle de rassurer ces investisseurs. Donc vous allez faut vraiment vous mettre à la place de l'investisseur en disant, OK, moi, je suis un investisseur privé ou institutionnel, je veux investir dans une boîte, et bien évidemment, je veux savoir dans quoi j'investis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un investisseur institutionnel, il va évidemment vous placer des conditions. Un investisseur à impact va évidemment regarder les enjeux d'impact de votre entreprise et est conscient que pour des entreprises à impact, les calendriers de rentabilité ne sont pas les mêmes et que dans tous les cas, il restera peut-être plus longtemps au capital de la structure. Mais un institutionnel, comme un investisseur privé, ont des enjeux de sortir de la structure à un moment donné. C'est là où ils feront leur plus-value. Et donc, c'est dans un enjeu, il faut bien comprendre qu'un investisseur n'a pas pour but de vous suivre sur toute la durée de la vie de l'entreprise. Pour que lui se nourrisse aussi de son modèle économique, c'est à un moment donné de pouvoir financer une structure à un instant T, de rester dedans, de l'aider à se développer. Et une fois qu'elle se développe et que la structure va lever d'autres fonds ou va se diluer encore plus, eh bien, c'est là-dessus qu'elles sortiront, généralement entre 5 à 7 ans pour des fonds à impact, pour rester dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'un investisseur, c'est un partenaire sur un moment T donné de votre entreprise. Après, un investisseur, ça construit aussi une relation de long terme. Donc, attention à des négociations trop pas agressives selon vos termes. Il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence des investisseurs. C'est équivalent pour des banquiers, c'est équivalent pour des partenaires financiers, de pouvoir aller en voir plusieurs pour avoir le choix aussi, vous, de vos investisseurs. Et puis, on parle souvent de choix de smart money. C'est important de se dire la smart money, c'est vraiment de choisir des investisseurs qui sont dans votre secteur, qui peuvent vous apporter quelque chose à l'entreprise. Il faut faire attention aussi, il faut prendre conscience qu'un fonds d'investissement qu'on appelle VC, doit suivre plein d'investissements en même temps. Donc évidemment qu'ils vont pouvoir vous apporter quelque chose, mais ils ne vont pas piloter votre entreprise à votre place. Donc ça serait intéressant de pouvoir faire aussi challenger les investisseurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est des connaissances sur le secteur? Est-ce que c'est une compétence particulière avant de pouvoir leur ouvrir votre capital? Je sais qu'on a des questions. Si vous voulez, je finis cette slide-là, cette intervention-là, et je prendrai les questions à la fin, si ça vous va. Les attentes du financeur, quand c'est un financeur institutionnel qui vient rentrer à votre capital, ils attendent de voir la scalabilité du projet. Je fais le pari maintenant que la structure va grandir demain. Et du coup, c'est important de pouvoir présenter dans ces cas-là un BP ambitieux et décliné opérationnellement. Ensuite, il y aura un retour sur investissement en cohérence avec la thèse d'investissement. Et donc là, il faudra bien simuler la TRI, le taux de retour sur investissement de l'investisseur. Sur des phases de seed, donc vraiment d'amorçage, souvent vous entendrez les investisseurs vous dire « Non mais nous, on peut investir avant que l'entreprise génère du revenu en pré-money. On fait le pari avant tout sur une équipe, sur des compétences. Et ça, intéressant de pouvoir se dire, on va aller séduire un investisseur, on va aller convaincre un investisseur aussi avec les bons profils au sein de l'équipe associée, mais également au sein de l'équipe opérationnelle. Donc, c'est important de pouvoir mettre en avant
si vous avez des projets très techniques, par exemple, et que vous n'avez pas forcément d'équipe technique ou de profil technique dans votre projet, ça peut à un moment donné soulever des questions de la part des investisseurs en se disant, mais si la tech n'est pas internalisée, alors que c'est au cœur de l'activité de la structure, peut-être que c'est un point, en tout cas, un nœud si je veux investir ces jeux. Il faut évidemment des fondamentaux économiques et sains, avec un business plan rédigé convaincant, mais réaliste, et une confiance et une transparence c'est une vraie relation partenariale qui s'installe au fur et à mesure de la relation. Donc voilà un petit peu, quand on se met dans les attentes d'un financeur, alors il faut, bien sûr, prendre le temps de les identifier, et de connaître aussi, comment ils investissent. Donc n'hésitez pas, il faut y aller, un peu au culot, à aller les interroger. Il existe plein de contenus, sur différents, médias, pour voir, comment, fonctionnent, les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils vont regarder, chez les entreprises, qu'ils financent. Vous pouvez même aller demander aux entrepreneurs qui sont déjà passés par une levée de fonds et qui ont ces investisseurs à leur capital, comment ça fonctionne et comment ils sont. Qu'est-ce qu'ils regardent dans un projet. On peut passer aux questions-réponses sur Slido. Alors, je n'ai pas suivi depuis le début, mais quelles sont les différentes étapes précises pour lever des fonds? Alors, les étapes précises pour lever des fonds, on reviendra dessus si vous voulez en fin de séance, mais c'est d'abord d'avoir une structure créée, un peu de la traction commerciale, une solution qui a déjà fait ses preuves sur son marché, et ensuite de pouvoir se poser la question pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de financement? Et en fonction du type de financement, eh bien, vous pourrez, et de la raison de votre levée de fonds, vous pourrez plus ou moins cibler les investisseurs, que ce soit des investisseurs en dette ou en fonds propres. On va arriver sur la dette juste après. Si mon projet est en étroit rapport avec le médical, existe-t-il des types de financement particuliers? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive tout de suite. Alors, si mon projet est en étroit rapport avec le médical, il existe évidemment des financeurs qui s'intéressent vraiment au secteur du médical. Et donc on peut aller voir soit, alors je sais que AG2R, la mondiale par exemple, avec INCO sur des sujets d'impact, ont des programmes qui s'appellent Prevent to Care, je crois, et qui accompagnent des sujets dans la prévention santé par exemple. Le médical et la santé, moi j'ai accompagné quelques projets aussi dans la santé. C'est évidemment en rapport avec l'impact et c'est intéressant de pouvoir regarder. Si c'est dans une santé qui est plutôt biotech, etc., on va avoir des spécialistes et des programmes d'accompagnement, des investisseurs, et des financeurs qui sont spécialisés sur le domaine du médical. Parce que ça dépend aussi parfois souvent de longues périodes de R&D, et donc on va aller chercher des investisseurs généralistes et plutôt s'adresser à des secteurs du médical, de la santé. Au niveau de la préparation de la documentation, peut-on obtenir de l'aide facilement avec la ruche, par exemple? Alors oui, évidemment, si vous êtes dans cette étape-là de préparation de la documentation, de préparation d'une levée de fonds, parce que vous avez déjà des signaux verts business de votre entreprise et impact, et que vous souhaitez être accompagné par la ruche, et on a donc Alliance for Impact, qui est un programme d'accompagnement payant à la levée de fonds, mais avec un mode de financement innovant qui vous permet justement de faire financer et de faciliter le financement de ce programme d'accompagnement grâce au fonds d'investissement lié à la ruche. Donc si ça vous intéresse, je mettrai mon mail à la fin de présentation. Vous n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et au niveau de la préparation de la documentation, si c'est de la subvention, on accompagne au PIA. Et là, pareil, on accompagne à l'élaboration du dossier complet de subvention. Il n'y a pas que la... Et ce qui est important de comprendre, c'est que la documentation, c'est la finalité d'une stratégie. C'est la finalité et elle vient évidemment résumer, traduire des choses que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place. Donc, c'est pas que des documents à préparer, c'est vraiment de se dire il faut préparer en amont toute la stratégie. Donc, la ruche, on accompagne les entrepreneurs à impact sur des niveaux opérationnels, sur des niveaux stratégiques
pour vraiment bien cadrer en amont les éléments clés de la stratégie de l'entreprise avant de les traduire dans une documentation. N'hésitez pas à reposer vos questions sur Slido. On les prendra, du coup, on passe sur la phase de dette. Si vous voulez, il nous reste un petit quart d'heure, donc je vais faire 10 minutes sur la dette pour pouvoir l'expliquer et je vais repartager mon écran. Hop. Alors, dette, quand, qui et comment. Au même titre que la subvention, que les fonds propres, on peut se poser la question aussi de l'utilisation de la dette pour financer son entreprise. Il existe différents types de financement et à la différence d'un financement d'ouverture de capital, donc en fonds propres, eh bien la dette va pouvoir vous financer plutôt des enjeux de R&D, de travaux d'aménagement, d'achat de fonds de commerce, d'équipements, d'achat de camions, qui est plutôt préféré par les banques. Et donc, c'est intéressant de pouvoir vous rapprocher de différents partenaires bancaires. En ce qui concerne les partenaires bancaires de l'impact, il en existe plusieurs qui sont engagés dans l'impact. Je pense notamment à une des banques les plus engagées qui va être le groupe Crédit Coopératif, qui est un groupe qui comprend très bien les enjeux d'entrepreneurs sociaux. La NEF, également pour les entreprises, propose des solutions de financement intéressantes. Et BNP Paribas, Caisse d'épargne, sont des banques qui sont assez impliquées dans l'écosystème à impact, avec des marques comme Act for Impact, où ils ont des conseillers bancaires formés aussi à l'accueil, la compréhension de modèles un peu différents, qui sont des modèles d'entreprise souvent innovants, avec des modèles économiques liés à de l'impact. Et donc, du coup, c'est intéressant de se rapprocher d'acteurs bancaires comme celui-ci. La BPI aussi, on en parlait pour de la subvention, mais la BPI, c'est très, très large et va pouvoir financer aussi, se porter garant pour des prêts ou même financer en fonds propres et en dette certains projets. Ensuite, pour financer de l'amorçage, souvent, on va aussi utiliser des leviers de dette qui ne sont pas des prêts à l'entreprise, mais des prêts à la personne. Et là, on a des super réseaux en France qui permettent de financer de l'amorçage et du prêt à la personne, très engagés dans l'impact. Je pense notamment à France Active, qui ont des antennes au niveau local, qui est vraiment un réseau d'associations au niveau local, de financeurs, qui ont une branche de financement d'amorçage qui est toute neuve et qui ont une branche en dette, en prêt à la personne, ce qu'on appelle du prêt d'honneur, où ils vont étudier évidemment votre projet, vraiment être vraiment dans une posture de financeur, mais vous faire un prêt à la personne. Donc c'est intéressant, c'est vous qui vous portez garant, c'est l'entreprise qui doit rembourser ce prêt, mais ça sera fait sur votre personne. Donc c'est un endettement, comme tout type d'endettement, il y a des risques, mais ça vous permet notamment de pouvoir financer l'amorçage de votre projet, de pouvoir consolider des fonds propres à un moment donné, justement pour aller demander de la subvention, parce que en effet, on est conscient que tous les entrepreneurs en France n'ont pas des fonds propres disponibles de façon égale. Et donc, du coup, pour souvent consolider ces fonds propres ou quasi-fonds propres, on passe dans un premier temps par du financement de prêts d'honneur qui permettent aux entrepreneurs d'aller chercher ensuite d'autres types de subventions. Souvent, un prêt d'honneur est couplé à un prêt bancaire. Donc, France Active regarde beaucoup de dossiers impact, sont très intéressés par des projets à fort impact social. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Réseau Entreprendre est très, très intéressé aussi pour financer tout type de projet et sont de plus en plus sur des sujets d'impact avec des super équipes. Nous, on connaît très bien les équipes de Réseau Entreprendre Paris. Néanmoins, c'est plus c'est à destination d'entreprises qui sont déjà un peu plus matures pour leur permettre justement d'avoir plus de garanties sur le financement de ces entreprises. Et puis Raise, qui est un fonds d'investissement également, mais fait du prêt d'honneur à travers Raise, Sherpa.
Donc votre partenaire bancaire, c'est votre premier partenaire, hein, parce que dans tous les cas, une fois que vous montez une entreprise, il faut pouvoir, avoir, un compte en banque. Donc n'hésitez pas à en voir plusieurs avant de choisir, d'aller voir, plusieurs conseillers aussi, puisque encore une fois, c'est des structures derrière, mais comme dans tout ce qu'on a vu là, que ce soit du financement en dette, du financement en subvention, du financement, en fonds propres, c'est avant tout des personnes qu'il y a derrière, et donc ces personnes-là peuvent devenir de vrais partenaires pour vos entreprises. Donc n'hésitez pas, voilà, à en voir plusieurs, avant de faire votre choix, à apprendre à connaître les personnes, à établir un climat de confiance, puisque c'est, après, un partenaire qui va vous suivre, notamment les partenaires bancaires, durant toute la vie de votre entreprise, que ce soit évidemment, dans, les coups, durs, mais aussi, les succès. Donc c'est important de pouvoir, bien choisir, et de les mettre aussi en concurrence, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Donc pour, de la dette, eh bien, tout comme, un financeur, ils vont vous demander, un business plan rédigé, des comptes passés, des prévisionnels, des plans de financement, un tableau de trésorerie. Souvent, vous commencez par du prêt d'honneur qui donne accès à des garanties, de prêts bancaires, et il faut bien vous mettre à la place des prêteurs. Là, c'est, de se dire, à défaut, de se mettre à la place d'un investisseur, en fonds propres qui va avoir, plutôt besoin d'être rassuré sur la scalabilité du modèle et le fait que ça va être rentable. Heu Là, vous devez vous mettre à la place des prêteurs qui doivent, être rassurés sur votre capacité à rembourser, en temps et en heure, les prêts. Donc évidemment, ça passe par, une présentation, très claire, de votre stratégie, que ce soit de financement, ou généralement, stratégie commerciale. Et puis n'hésitez pas, on le disait tout à l'heure, à mettre en concurrence les prêteurs, et à essayer de négocier, auprès des banques. Il y a un rapport de force, hein, qui s'installe toujours entre les financeurs, et les entrepreneurs, forcément. Une mauvaise raison de lever des fonds, c'est quand on a le couteau sous la gorge et qu'on a plus de fonds propres, plus de cash pour aller, et que du coup, on a besoin d'aller rechercher des fonds pour financer. Ça vous met jamais dans une bonne posture. Donc c'est, la levée de fonds dans sa globalité, une étape à anticiper. C'est une étape, à prévoir, avant que vous vous retrouviez à court de cash. Et puis évidemment, c'est une étape à préparer, et ça, plus, vous serez, serein sur, votre connaissance du marché, la connaissance de vos clients, la solution apportée, plus, vous démontrez à tous ces types, de financeurs, eh bien, l la véracité, et votre capacité, à et l'ambition de votre structure, à grandir, plus vous serez, en position, de pouvoir obtenir des financements facilement. C'est toujours plus simple à dire qu'à faire, et c'est pour ça que, nous, réseau d'incubateurs, on est là pour ça. On est là pour accompagner les entrepreneurs, et bien à bien se structurer, à avoir des réponses rapides à leurs questionnements, à être accompagnés par des professionnels sur tout un tas de sujets, pour être en capacité derrière, en effet, d'aller chercher des financements. Mais c'est vraiment, la première étape, on le répétera jamais assez, c'est d'abord, vous, porteurs de projet, vous l'équipe, de se concentrer sur, avant tout, vos clients, vos bénéficiaires. Évidemment à générer de l'impact si vous êtes sur des structures impact, puisque c'est nous ce qu'on regarde à la ruche, et on est convaincu que ça fait partie de l'économie de demain, de réinventer des nouveaux modèles d'entreprise, plus justes, plus durables. Évidemment, les gens vont, faire le pari sur vous, vos équipes, mais aussi sur, le business de votre entreprise. Heu, il nous reste 8 petites minutes. Si vous avez des questions, on peut se mettre sur Slido, et avec grand plaisir pour discuter avec vous. J'ai essayé de faire un cours, voilà, c'était, c'est quoi le PIA? Alors le PIA, c'est Paris Innovation, Amorçage. C'est une subvention, heu, abondée, par la mairie de Paris et par la BPI, à destination d'entreprises parisiennes ou franciliennes, qui travaillent sur des thématiques d'innovation. Innovation de procédés, recherche et développement. Cette subvention, elle s'élève à 30 000 €, et à la ruche, on accompagne à l'obtention de cette subvention.
L'avantage que ça a, cette subvention, c'est que ça vous permet de rentrer à la ruche dans un parcours d'accompagnement, autre que nos programmes d'accompagnement qu'on propose sous forme d'appel à projet, et ça vous permet de financer cet accompagnement. Il faut, dans une aventure entrepreneuriale, si vous vous lancez, évidemment, c'est une aventure qui peut être très solitaire, donc entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à frapper à la porte des différents incubateurs. On a la chance en France, heu et d'avoir, des incubateurs, tous très thématiques, très spécifiques qui, ont tous, des programmes d'accompagnement, complets pour vous aider à franchir les différentes étapes, de l'aventure entrepreneuriale. À la ruche, nous, on se concentre vraiment sur les premières étapes de cette aventure entrepreneuriale, de vous accompagner à structurer, une idée, la transformer en projet, faire que ce projet, devienne une entreprise, et faire que cette entreprise se développe jusqu'à la première levée de fonds. Heu, qui n'est pas une finalité en soi, on le répète, mais en tout cas qui vous permet d'accélérer et de changer d'échelle. Donc rapprochez-vous de structures qui vous ressemblent, et qui sont en capacité de mobiliser des ressources intéressantes pour vos projets. J'espère que c'était clair. Je suis, ravi en tout cas d'avoir, participé, à cette, table ronde. On vous met là, quelques ressources, qui sont plutôt bien faites, notamment, la liste d'appels à projets de financement. La newsletter de Make Sense est très bien faite sur notamment les programmes d'accompagnement qui existent, et les programmes de financement aussi. Care News qui rassemble beaucoup de fondations d'entreprises, ont, un index appel à projets qui vous permet aussi de vous tenir au courant des appels à projets de fondations d'entreprises à impact. Il y a une liste d'investisseurs à impact qu'on pourra vous partager, et il y a des ressources, juridiques, sur les sites de Finacoop, de Finetic qui, je le remercie d'ailleurs, Omar, n'est pas avec nous, mais qui est un expert de la ruche, qui accompagne toutes les entreprises à impact sur ces sujets de financement. Il y a une liste des de fondations sur l'annuaire du Centre français des fondations qui peut vous permettre aussi d'aller creuser un peu plus loin le sujet du financement. Quant à moi, mon contact, il est très simple, c'est gaspard@la-ruche.net. Je me ferai un plaisir d'échanger avec ceux qui se posent des questions, notamment sur les sujets de levée de fonds, à travers, Alliance for Impact, puisque c'est, le programme d'accompagnement. Avec plaisir pour répondre à la dernière question. Je gagne un revenu grâce à l'achat de revente. À quel moment dois-je monter mon entreprise? Alors c'est important, de gagner, il faut vous renseigner sur à quel moment créer le statut juridique de votre entreprise et quel est le bon statut juridique à choisir. Heu, Parce que ça peut être plus vos revenus vont être importants sur de l'achat-revente, plus vous vous exposez à des risques financiers et fiscaux. Donc le but, c'est de pouvoir en effet, bien structurer, un statut juridique le plus adapté pour vos revenus. Donc vous pouvez vous rapprocher, de structures, comme les BGE, l'ADI, ADIE, BGE, qui accompagnent sur les premiers pas de l'entrepreneuriat aussi. Nous, on accompagne à travers des programmes d'accompagnement. Donc si en effet l'achat-revente a un impact, on pourra, avoir, un impact positif, en rediscuter avec grand plaisir. Mais c'est important de pouvoir en effet, à un moment donné, monter une structure qui est en capacité de facturer et de recevoir. Sinon, heu et c'est à partir d'un il n'y a pas de montant, propice, en tout cas, je les connais pas forcément, mais à partir du moment où vous générez du revenu, il est important que ça soit structuré, juridiquement. Eh bien, c'était un plaisir de vous, de pouvoir, vous faire une présentation rapide de ce qu'était la levée de fonds. C'est assez succinct. Évidemment, c'est un sujet qui est complexe, c'est pour ça qu'on a des programmes dédiés, d'accompagnement à la ruche. En tout cas, la ruche, on est situé un peu partout en France, si vous êtes partout, en France. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des ruches locales aussi qui, connaissent bien les acteurs du territoire. On est persuadés, nous, à la ruche, que, il y a pas de profil type d'entrepreneur. Au contraire, on veut, de la diversité, dans les profils entrepreneurial et nous, ce qu'on apporte, c'est du réseau et les outils nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat et développer son entreprise, avec évidemment
en boussole permanente l'impact environnemental, social, sociétal des projets. On peut que vous inviter à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale si c'est une envie qui vous trotte dans la tête. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de prendre un problème, d'aller voir à qui ce problème s'adresse et puis de commencer à creuser le besoin, d'être vraiment dans cette posture d'enquêteur, d'investigateur. Évidemment, si vous avez une idée déjà, vous pouvez la lancer, mais faites attention à ce que cette idée, elle soit pas que pour vous, qu'elle vous semble bonne pour vous, mais bien sûr pour ceux qui seront vos futurs clients ou vos clients actuels, euh, pour, euh, pour, euh, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. La ruche est ouverte encore en ces temps de confinement. On a des événements souvent ouverts au public, alors malheureusement pas là en ce moment, mais donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne pas louper nos appels à projets et nos différentes actualités. S'il n'y a plus de questions, c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Bon Startup Safari, n'hésitez pas à vous promener dans les différentes salles et stages et à bientôt à la ruche pour ceux qui le souhaitent. Au revoir.